chers rotariennes et chers rotariens, chers amis. J'ai le plaisir de vous présenter Bernard Sella, qui, pendant une bonne heure avec vos questions-réponses, va nous parler de choses qu'on ne connaît pas facilement. C'est le directeur de la recherche et développement corporate du groupe EDF. EDF qui est devenu un groupe industriel quasi normal, qui peut ressembler à Total ou à d'autres groupes industriels technologiques. Il gère 2000 chercheurs et il va nous expliquer sur quoi il travaille. Auparavant, Bernard était directeur de l'ingénierie nucléaire du groupe EDF. Il a même passé 3 ans en Chine. Si je suis un peu persifleur, je dirais que c'était pour copier la technologie des Chinois qui vont peut-être nous la vendre un de ces jours en Europe. Et donc, il a des tas de choses à nous dire. Bernard, c'est à toi. Je ne laisse pas aller. Il y en a 2, on les a utilisés. Bon, bonjour à tous. Merci Denis. Je suis ravi d'être avec vous. J'essaye de ne pas faire tomber votre cloche. Voilà. Bon, c'est une occasion que m'a proposé Denis de venir vous rencontrer. Pierre également au premier rang. C'est un plaisir de venir vous expliquer un petit peu ce qu'est le groupe EDF, ce que nous faisons et surtout quels sont nos grands enjeux de recherche, d'innovation et de préparation de l'avenir. Alors, peut-être dire un petit mot d'EDF. D'ailleurs, pour commencer, vous connaissez bien sûr tous EDF, petite voiture bleue. J'espère d'ailleurs que vous continuez pour la plupart à nous acheter du courant. Hein. Enfin, on ne vous en voudra pas si vous êtes passé à la concurrence, mais enfin, malgré tout. EDF, c'est une très grande boutique. C'est un groupe de taille mondiale. Hein. Les grands chiffres, c'est un chiffre d'affaires de l'ordre de 70 milliards d'euros, qui dépasse les 70 milliards d'euros. Et on est un groupe très, très capitalistique. Ça veut dire qu'en fait, on vit sur de grandes infrastructures, de grandes installations, soit des centrales de production d'électricité, soit des grands réseaux. Donc on les construit, ils durent longtemps, plusieurs dizaines d'années, 50 années, 100 ans pour les barrages. Et on les fait fonctionner dans la durée en vendant de l'électricité derrière ça. C'est ça aujourd'hui notre business. C'est un business qui est en pleine évolution, qui est en train de changer. Et c'est ça un peu l'enjeu aujourd'hui de l'innovation et de la recherche au sein d'EDF. Sans exagérer les choses, je vous dirais que nous vivons aujourd'hui, quelque part, dans notre monde de l'énergie et de l'électricité, une de ces grandes évolutions qu'on appelle transition énergétique, mais qui est similaire à celle qu'on a pu vivre à la fin de la guerre, lorsque les barrages ont été construits, ou dans les années 60, à partir du moment où on a eu aussi des grosses centrales thermiques, ou dans les années 80 avec le parc nucléaire. Finalement, une grande transition. Ce n'est pas une révolution, ce n'est pas une rupture. On n'a pas, comme dans le monde des télécoms, les téléphones portables qui soudainement sont arrivés. La technologie évolue plus lentement, mais malgré tout, une rupture très forte. Trois leviers, finalement, de cette évolution. Le premier, il est bien connu et il est vrai pour tout le monde, c'est le numérique, hein, le digital, je vous en dirai un petit mot. Le deuxième, c'est bien sûr tout ce qui tourne autour du renouvelable, donc qui est en train de se développer de façon très très forte, qui correspond, et je suis un nucléariste, hein, à des attentes de nos clients et des populations, ici en France, mais aussi à l'international. Et une troisième dimension un peu plus complexe, qui est la dimension locale. On a l'habitude de parler chez EDF de local et global. Notre système électrique s'est bâti sur une sorte de course à la taille. Plus les grandes entreprises d'électricité étaient grosses, meilleures elles étaient, plus efficaces elles étaient. Et aujourd'hui, on a une aspiration de nos clients, alors ici en France, mais aussi à peu près partout en Europe, voire à l'international, à avoir une proximité énergétique, donc un développement plus local. Et un de nos enjeux, c'est justement de réussir, d'accommoder, de faire cette synthèse entre des grands objectifs nationaux qui restent pertinents, dont la rationalité économique reste pertinente, et en même temps des objectifs d'attente très forte
de nos clients sur le local. Voilà, c'est ça un petit peu le contexte. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on fait en tant qu'EDF en matière de recherche et innovation pour essayer d'atteindre ces grands objectifs, ces nouvelles frontières. Ce que je vais faire, c'est vous dire un petit peu d'abord ce qu'on est, qu'est-ce que c'est que la R&D d'EDF, comment on fonctionne. Je passerai ensuite un petit peu de temps sur quelques-uns de nos grands chantiers, de nos grandes priorités. Bon, on en a beaucoup, donc le temps ne permet pas de brosser un catalogue exhaustif de tout ce que nous faisons. Ça serait d'ailleurs un peu lassant. Mais bien évidemment, je suis tout à fait ouvert à répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Alors, je vais commencer par quelques chiffres. Voilà, donc vous avez là, Denis les a évoqués, hein, les grands chiffres de la R&D d'EDF. Donc vous voyez, 2000 personnes, un budget d'un peu plus de 500 millions d'euros. Alors, ça peut paraître peu et beaucoup. Bon, 2000 personnes, le groupe EDF, c'est 160 000 personnes hein, de par le monde. Donc ça semble petit. 500 millions, je vous ai parlé d'un chiffre d'affaires de plus de 70 milliards, donc même pas 1% de notre chiffre d'affaires. Nous sommes malgré tout l'électricien qui fait le plus de recherche. EDF n'est pas un équipementier. Notre métier, ce n'est pas de fabriquer des équipements. On travaille plutôt sur les systèmes électriques. On est plutôt un architecte. On aime bien le mot d'architecte ensemblier. Et quelque part, on se donne les moyens de faire de l'innovation. L'innovation dans une entreprise industrielle, c'est quelque chose qui n'est pas si évident que ça. Parce que notre business, en tant qu'entreprise, c'est bien évidemment de gagner de l'argent. Une entreprise qui ne gagne pas d'argent, c'est une entreprise qui, à bref échéance, meurt. Donc il faut gagner de l'argent. La recherche, comme disait l'autre, il faut trouver, ce qui n'est pas forcément toujours simple. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est de consacrer une bonne partie, 2 tiers, hein, vous voyez le chiffre de 70% derrière moi, 2 tiers de notre activité à vraiment soutenir les business opérationnels de la maison, et 1 tiers qui est plus consacré sur des activités, plus de prospectives, plus d'avenir, qui ne sont pas forcément aujourd'hui rentables, mais qui, à moyen terme, pourraient les devenir. On se veut une R&D ouverte. EDF est un grand groupe. On peut paraître parfois, je dirais presque un peu impérialiste. L'humilité dans la recherche, dans l'innovation, surtout dans la phase de transition que nous vivons, est absolument cruciale si on veut réussir. Et donc ça veut dire qu'il faut qu'on travaille avec d'autres. Donc on ait une recherche et développement qui soit ouverte à la fois sur le monde, ouverte sur les industriels, les académiques, et ouverte également sur le monde des start-up. Donc aujourd'hui, la R&D d'EDF, c'est une organisation qui est vraiment internationale, donc avec vraiment un cœur d'activité de recherche en France et en Europe. On a des centres de recherche, 3 centres de recherche ici en région parisienne, hein, à Clamart, bientôt Saclay, j'y reviendrai, les Renardières, que certains d'entre vous connaissent très bien, côté de Fontainebleau, et puis Chatou, l'île de Chatou. Mais on a aussi des centres de recherche en Angleterre, en Allemagne, même si EDF n'est plus présent en Allemagne, en Pologne, en Italie. Nous travaillons également dans le grand international, sur les États-Unis, hein, donc on a eu des équipes dans la Silicon Valley, à Palo Alto, hein, j'y étais d'ailleurs la semaine dernière, à 1 kilomètre de chez Google. Et on a aussi des équipes de recherche donc en Asie, donc à Singapour, bon, territoire de forte innovation, mais aussi en Chine. Alors la Chine, Denis plaisantait sur les centrales nucléaires tout à l'heure. Je crois qu'il faut changer un petit peu de posture vis-à-vis de nos amis chinois. Aujourd'hui, nos amis chinois, lorsqu'ils développent des démonstrateurs, des grands projets de recherche, vu la taille de leur pays, vu le volume d'investissement qu'ils sont capables de réaliser, ces projets de recherche, ces démonstrateurs, sont pour nous, vieux pays européens de 60 millions d'habitants, de véritables projets industriels. Et donc aujourd'hui, le flux, en fait, il est dans les 2 sens. Donc il faut être conscient qu'aujourd'hui, nous apprenons aussi de nos collègues chinois
il y a également un savoir-faire et une force de frappe très importante. Nous leur apprenons des choses, il faut aussi le dire, mais nous apprenons aussi de notre collègue chinois. Donc je crois que notre business de l'énergie, il est devenu aujourd'hui un business absolument mondial. Raisonner à la maille française n'a qu'un sens très limité en matière de technologie. Il nous faut être complètement ouverts sur le monde. Alors, ouvert sur le monde, mais aussi ouvert sur des partenaires. Partenaires industriels, donc on est une grande entreprise industrielle, donc on travaille avec de nombreux industriels, alors les plus connus, Areva, Alstom, Schneider, mais on travaille aussi beaucoup avec le monde académique. On considère qu'en fait, notre rôle, c'est aussi d'aller chercher finalement le savoir dans les grandes universités, dans les grandes écoles, et de transférer ce savoir par une chaîne continue vers l'industrie. C'est en fait une espèce de chemin de petit poussé où vous partez des laboratoires de recherche dans les universités, vous faites ensuite des start-up, vous faites ensuite des PME ou des ETI, et puis ensuite vous avez un lien avec les grands groupes, dans une forte complémentarité. Nous, grands groupes, on n'est objectivement pas toujours très manœuvrants, pas très agiles, mais on a des ressources et on sait tenir dans la durée. Une start-up, c'est exactement l'inverse. Un académique, alors je ne veux pas être trop méchant, mais parfois est un peu dans les nuages, mais c'est de l'académique que viennent quand même les idées les plus nouvelles et les plus pertinentes. Donc aujourd'hui, on travaille avec tous les grands acteurs académiques mondiaux, français bien sûr, mais aussi des partenaires. Alors je ne sais pas si vous arrivez à lire derrière moi, mais ça va du MIT à la Tsinghua University à Pékin, en passant par l'Imperial College en Angleterre, l'UCL, l'école polytechnique ici bien sûr, toutes les grandes écoles françaises pratiquement, les universités également, hein, donc on recrute pas mal de docteurs et de thésards, des grandes écoles allemandes ou des universités allemandes comme le KIT. Mon troisième volet autour de l'innovation ouverte, c'est le monde de l'innovation. Alors, je sais que c'est un sujet qui vous intéresse. Vous étiez, juste avant moi, présenté dans une table ronde des sociétés qu'on connaît d'ailleurs certaines. Hein. J'ai croisé un collègue d'Eki, hein, qui, alors je ne sais pas s'il est toujours là, mais qui a obtenu un des prix décernés par EDF dans un de nos concours en 2014. Nous avons aussi besoin des startups. Et il faut absolument dépasser le conflit habituel où on dit PME, start-up et grands groupes, il y a opposition. En fait, ce n'est pas vrai du tout. Il y a complémentarité, il y a nécessité de faire travailler ensemble ces acteurs. Et ce que nous avons fait, c'est essayer de constituer, de créer ce lien finalement avec les start-up, en faisant du sourcing autour de ces start-up, en allant chercher finalement autour de nous les start-up. Alors je jargonne un peu de notre monde des clean tech, hein, donc des technologies de l'énergie propre, pour intégrer leur savoir-faire dans nos propres business. On le fait par des contacts, par des partenariats, par des concours. On le fait aussi... alors, un peu trop vite. On le fait aussi, alors ça c'est peut-être pas très bien passé, on le fait aussi au travers de fonds d'investissement. Hein, donc on a créé aujourd'hui donc un fonds d'investissement qui s'appelle Electranova Capital, vous avez peut-être entendu parler. L'idée n'est pas de transformer EDF en espèce de banquier des startups, mais si on veut avoir contact, et un contact, je dirais, ferme, dur, avec les startups, ben, il faut être aussi capable d'investir dans celles qui sont les plus pertinentes. Et c'est ce qu'on fait grâce à Electranova, avec, voilà, vous avez là en fait le portefeuille d'investissement aujourd'hui d'Electranova Capital. Donc on couvre l'ensemble du champ des clean tech, hein, vous les voyez sur l'écran, c'est la production d'énergie, les ENR, les smart grids, tout ce qui tourne autour de la ville durable, hein, j'y reviendrai, et puis toute la question de l'efficacité énergétique. Il ne vous a pas échappé que certaines d'entre elles sont françaises, européennes, mais d'autres sont aussi internationales, américaines. Et là aussi, je vais faire un peu le symétrique que je faisais de la Chine. On peut avoir aussi des entreprises américaines intéressées par venir faire du business sur notre pays. Et quelque part, c'est aussi un moyen de créer des richesses, de créer de l'emploi. Et on y œuvre.
La question de la propriété intellectuelle, c'est une question très, très difficile en matière d'énergie, de recherche. Il nous faut la protéger, c'est bien évident. Donc on a aujourd'hui une politique de développement de brevets, de développement d'inventions. Donc il y a quelques chiffres qui sont derrière moi. L'enjeu, c'est bien évidemment de permettre à ces brevets d'être ensuite exploités. Donc on peut avoir là aussi des liens très horizontaux avec le monde des ETI ou des PME. La propriété intellectuelle, c'est aussi quelque part une course de vitesse. Il faut en être conscient. Ça veut dire que parfois, plus que le titre de propriété, c'est la première place sur le marché, celui qui capte le marché, qui fait le business. Regardez des grandes nouvelles activités qui font beaucoup parler d'elles, Uber, Airbnb. Prenez Airbnb, voilà, il a pris une partie du marché pour revenir sur son marché à lui avec une activité similaire. C'était quelque chose de très très difficile. Le premier qui est là rafle la mise, on a tendance à dire. Voilà, donc voilà un petit peu le paysage global dans lequel nous vivons, un monde très ouvert, très international. La France est un atout important, on a des savoir-faire, mais quelque part, sachons nous ouvrir aux partenaires académiques. Nous avons besoin du monde universitaire. Il est crucial que le monde universitaire soit partie prenante du développement. C'est quelque chose vraiment qu'il faut dire. Il bouge, ce monde universitaire, mais il faut qu'on l'accompagne encore. Et puis ce monde des start-up et de l'innovation, qui est un monde qui, là aussi, fait briller les yeux, est intéressant, mais est un monde délicat. Pour vous donner des chiffres, nous recensons chaque année de l'ordre de 500 à 600 start-up. Le nombre de start-up qui font ensuite des essais avec nous, c'est quelques dizaines tout au plus. Donc les taux, l'entonnoir est très raide. 1 sur 10 maximum, voire moins. Donc c'est un monde aussi de très très forte compétition et de challenge. Alors, quels sont nos objets de recherche? Je vais vous parler un petit peu de fonds techniques. Donc la R&D d'EDF, en fait, travaille sur tout le périmètre de l'activité de notre groupe. Donc vous les avez là à l'écran. Donc c'est toute la chaîne de valeur finalement du système électrique, allant donc de la production, ce qu'on appelle le management d'énergie, donc l'équilibre offre-demande, la commercialisation, les énergies renouvelables, les réseaux électriques, toutes les technologies de l'information. Et aujourd'hui, on commence à voir aussi émerger d'autres lieux, la mobilité électrique, par exemple, avec un sujet qui est un des fondamentaux de l'électricité, mais qui n'est pas forcément très, très connu, c'est que notre produit ne se stocke pas vraiment. On peut le stocker un petit peu dans des barrages, mais la quantité qui est stockée est très faible. Et donc, il faut à tout instant faire un équilibre offre-demande. Et cet équilibre, il faut le faire à la fois à tout instant, mais aussi dans la durée, de façon prévisionnelle, et aussi en étant capable de faire face à des aléas. Une tempête, il y a un coup de vent sur la Bretagne qui fait tomber des poteaux, il faut malgré tout que les clients soient desservis. Donc, un enjeu qui est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît d'un point de vue technique, beaucoup plus complexe également qu'il n'y paraît d'un point de vue commercial, parce qu'il y a derrière tout ça des prix. Aujourd'hui, on peut acheter de l'électricité à terme, on peut l'acheter pour demain matin. C'est un marché qui est quasiment identique au marché boursier, avec des choses très complexes en termes de management de prix, et c'est en même temps un service de première nécessité. Quand est-ce qu'on parle des électriciens? Quand il n'y a plus de courant. Quand il y a du courant, on parle jamais de nous, nous vendons une commodité. Donc, sujet majeur. Quelles sont nos grandes priorités? Alors, elles sont figurées là à l'écran, c'est écrit en petit, donc vous pouvez sans doute pas lire. Il y a grosso modo trois grandes colonnes, je vais essayer de les commenter, et les mots-clés en particulier. Donc, vous avez sur cette première colonne la partie production. Les mots-clés, c'est mix. Mix, dans notre jargon, ça veut dire que nous ne privilégions pas une énergie. On est connu, bien sûr, pour le nucléaire, et c'est une de nos forces majeures. Mais l'histoire d'EDF, c'est aussi d'être capable d'accommoder différents types d'énergie.
Et aujourd'hui, on a du nucléaire, mais on a aussi de l'hydraulique, on a aussi du thermique. On a de plus en plus de renouvelables PV et éolien, et on en aura de plus en plus. Donc notre enjeu, c'est bien d'être capable d'accommoder tout ça. Compétitif, c'est quelque chose qui, parfois, n'est pas bien compris. L'électricité, c'est un produit de première nécessité. Il est clair que si le prix de l'énergie est élevé, les conséquences pour l'économie globale d'un pays sont très fortes, à la fois pour vous et moi, particuliers, mais à la fois également pour les industriels. Ce qui fait d'ailleurs au passage, petite digression, que notre business est un business hautement politique. Quel que soit le gouvernement, quel que soit le pays dans lequel on se trouve, les systèmes électriques sont toujours extraordinairement régulés. Cette régulation, en fait, témoignant de l'implication des politiques quant à la sécurité d'approvisionnement de leurs concitoyens. Et au passage, difficultés supplémentaires, les régulations sont toutes différentes dans tous les pays du monde, et notamment, par exemple, entre nous et l'Angleterre. Alors certes, ils roulent à gauche, mais ils ont aussi leurs particularités en matière de compteurs électriques, par exemple, par rapport à ce qu'on peut faire, nous, ici, en France. Donc, mix, compétitif, décarboné. Alors, décarboné, c'est vraiment notre nouvel objectif, alors depuis quelques années. Vous avez forcément entendu parler de la COP 21. Aujourd'hui, un des grands enjeux d'EDF et de tous les électriciens, c'est de faire moins de carbone. La performance d'EDF en termes de carbone, elle est très très bonne. La performance 2014, c'était 17 grammes de CO2 par kilowattheure d'électricité produite. Alors, ça vous dirait sans doute pas grand-chose, mais sachez qu'une centrale à charbon, lorsqu'elle fait de l'électricité, lorsqu'elle produit de l'électricité, dégage 800 grammes de CO2 par kilowattheure, presque 1 kilo. 1 kWh d'électricité par une centrale charbon, 1 kg de CO2. Une centrale à gaz, c'est moitié moins, de l'ordre de 400 grammes. Bon, bien évidemment, le PV, éolien, nucléaire, c'est très très peu, y compris même le CO2 nécessaire à la construction de ces 10 moyens. Donc EDF en France, l'année 2014, 14 grammes de CO2 par kilowattheure, moyenne européenne 350. Et tout ça pourquoi? Parce que 75% de notre production est nucléaire et 20% de plus est renouvelable, hydraulique, PV ou éolien. Et donc on a 95% finalement de notre production qui est sans CO2. Donc ça, c'est un enjeu majeur. Une de nos cibles à terme, c'est bien d'être capable d'avoir ce mix, je reviens sur mix, compétitif, avec du nucléaire, avec du renouvelable, et tout ça fonctionnant ensemble. Deuxième priorité, les systèmes électriques de demain. Alors, je vous ai parlé en démarrant de local, de dimension locale, de volonté des acteurs locaux de s'impliquer davantage dans le système électrique. Ça, c'est le système des smart grids, finalement, qui est derrière tout ça. Alors, ça veut dire quoi, smart grid? Ça veut dire que le numérique, le digital, permet aujourd'hui d'être installé à très très bas coût chez tous les clients. Vous pouvez aujourd'hui, si vous le souhaitez, piloter votre machine à laver, votre chauffage, votre réfrigérateur à distance. Aujourd'hui, le coût de l'installation d'une puce numérique dans un système électrique, y compris le vôtre, celui d'un particulier, est très très faible. Et donc ça change complètement à moyen terme notre business, puisqu'on était dans un système où on vendait de l'électricité en gros finalement, et en ajustant la production en fonction de la demande. Mais il faut bien voir que demain, cette demande peut être aussi pilotée par les clients. Donc ils peuvent, plutôt que d'avoir des pics de consommation, par exemple le matin ou le soir, ils peuvent accepter, décider de lisser tout ça dans la durée. Donc un changement finalement assez fondamental. Et notre troisième priorité, elle concerne les services énergétiques pour les clients. Et là aussi, forte révolution, notamment au titre du numérique, toute la question autour des données. Donc nous commençons à disposer de données de consommation énergétique très importantes, très très détaillées. Et donc ce volume de données est en lui-même une source de services complémentaires, d'aides complémentaires aux clients, d'aides qui peuvent être à la fois sur les services électriques, mais qui peuvent dépasser aussi le monde de l'électricité.
Un exemple très simple, alors qui n'est pas aujourd'hui commercial, mais qui pourrait l'être. Vous imaginez qu'on suit la consommation électrique d'une personne âgée qui aurait pris un abonnement. Si pendant une période de 6 heures, la consommation électrique de cette personne âgée ne varie pas, ben, ça veut dire qu'il s'est sans doute passé quelque chose chez cette personne. Elle n'a pas éteint sa télé, elle n'a pas allumé la lumière d'une autre pièce ou éteint. Donc il faut peut-être y envoyer quelqu'un pour vérifier qu'il n'y a pas eu un incident ou un accident. Donc vous voyez, l'électricité peut dépasser aussi, enfin, ou le business peut aller au-delà de notre stricte activité électrique. Je vais vous donner quelques exemples maintenant de ces priorités et comment on les met en œuvre. Premier exemple sur le nucléaire. Alors, le nucléaire, il y a les projets nouveaux, il y a les centrales existantes. Le nucléaire, c'est un sujet où le mot humilité est aussi de mise. Ce sont des installations lourdes, ce sont des installations qui sont aussi potentiellement dangereuses. Et notre responsabilité véritablement propre est d'assurer la sûreté de ces installations dans la durée. Comme vous le savez, nous voulons prolonger la durée de vie de nos centrales nucléaires, les amener à des durées entre 50 et 60 ans. Donc nous prenons toutes les mesures pour regarder ce qui peut se passer dans la durée, anticiper, faire tous les calculs, les expérimentations, pour être sûr que ça se passera bien. C'est un enjeu vital pour nos concitoyens et aussi de façon assez évidente vital pour EDF. Vous avez là, alors je ne vais pas tous les commenter, mais vous avez là un exemple d'installation que nous avons réalisé donc, sur notre site des Renardières, qui est un petit bâtiment réacteur qu'on appelle Vercor. Donc c'est quelque chose que nous faisons conjointement entre les équipes de recherche et les équipes d'ingénierie. Il y a d'ailleurs dans la salle un des grands patrons d'ingénierie nucléaire d'EDF, Jean-Marc Mirocourt, avec lequel nous avons, voilà, qui est là-bas, avec lequel donc, nous avons travaillé sur cette installation. Donc c'est un vrai petit bâtiment réacteur. Le but, c'est d'évaluer comment le béton de cette enceinte vieillit au cours du temps. Donc comme l'installation est un peu plus petite, elle vieillit un peu plus vite. Et comme elle vieillit un peu plus vite, on peut regarder, anticiper finalement ce qui va se passer. C'est un investissement de plusieurs dizaines de millions d'euros que nous avons fait là. Au passage, on a expliqué à nos voisins aux Renardières que ce n'était pas une centrale nucléaire qu'on construisait. Il n'y avait rien dedans, il n'y avait pas d'activité nucléaire. Je dis ça pour Denis, si jamais on te parlait d'inquiétude. Bon, voilà un petit mot sur nucléaire. Je pourrais répondre beaucoup plus sur nucléaire si vous voulez, mais je vais passer sur d'autres sujets. Voilà, sur le renouvelable. Alors, le renouvelable, je vous ai mis là plusieurs exemples d'activités que l'on mène. Le renouvelable est un sujet qui est émergent. Les technologies, certaines sont matures. L'éolien terrestre, par exemple, celui qu'on trouve dans les champs, est mature. Il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins. L'éolien en mer, par exemple, n'est pas véritablement mature. Le photovoltaïque existe de façon très forte, mais il y a encore des marges de progrès très, très importantes. L'enjeu des technologies renouvelables, c'est qu'elles soient intrinsèquement rentables. Je pèse mes mots, intrinsèquement rentables. Aujourd'hui, le renouvelable, un peu partout en Europe, fonctionne parce qu'il y a des subventions, parce qu'il est subventionné par un moyen ou par un autre. Sans ces subventions, la rentabilité de ces énergies, l'économie de ces énergies est défavorable. Pour autant, ces énergies-là possèdent un potentiel évident. Donc, essayons de travailler pour améliorer encore leur compétitivité. Alors, qu'est-ce qu'on fait on travaille, par exemple, sur les nouvelles technos de renouvelables. Alors, c'est un peu technique, ça, c'est du tellurure de cadmium, c'est des cellules qui existent aujourd'hui et dont on analyse le vieillissement. On travaille aussi sur ce qui s'appelle des cellules CIGS. Alors, là aussi, c'est très technique, mais l'idée, c'est que les panneaux photovoltaïques de demain puissent être des couches minces. Et pour imaginer les choses, plutôt que d'avoir un panneau de verre qui serait mon panneau photovoltaïque, vous imaginez que je puisse déposer quasiment une couche de peinture qui serait le panneau photovoltaïque de demain. Ça, c'est des choses qui sont aujourd'hui dans les cartons, mais qui à horizon de 10-15 ans sont tout à fait possibles. Les performances du photovoltaïque se sont améliorées de façon considérable ces dernières années.
Il n'y a qu'un truc qui n'a pas changé, c'est que le soleil ne brille pas la nuit. Et donc, même si les performances sont très bonnes, il y a quand même besoin d'électricité le soir à 19 h pour allumer la lumière en plein hiver dans une journée du 13 février 2016. Donc, performance élevée, mais besoin malgré tout de feedback. Des technologies également sophistiquées autour du numérique, les lidars. Alors, lidar, qu'est-ce que c'est? C'est un radar, mais qui fonctionne avec la lumière. Donc, c'est quelque chose qui permet de mesurer la vitesse du vent. Donc, en fait, on envoie un faisceau de lumière de vent dans le ciel, on capte les particules qui sont dans l'air, on mesure par effet Doppler les vitesses de ces particules, on en déduit la vitesse du vent. Alors, c'est la technologie de très, très haut niveau. On met ça en plus sur une bouée flottante, donc il faut accommoder le fait que ça flotte. Avec ça, on est capable de mieux utiliser nos éoliennes, de mieux les orienter en fonction du sens du vent, mais aussi d'évaluer les potentiels éoliens des endroits où on veut s'implanter. Là, je vais vous parler d'un sujet qui est, de ces deux sujets-là, 60% ENR, et puis un petit peu autour des compteurs communicants. Le système électrique. Je vous disais que c'était quelque chose de très complexe, équilibre, offre-demande à tout instant, et vous n'êtes pas sans ignorer les débats qu'il peut y avoir autour de est-ce qu'on pourrait mettre 100% d'ENR finalement sur le réseau électrique et se passer complètement de grandes centrales thermiques et pour certains surtout de nucléaire. Bon, c'est un sujet difficile et nous avons fait des études, donc en particulier ce scénario, la 60% ENR, donc à la maille de toute l'Europe, de toute l'Europe, de l'Union européenne, 60% étant 20% d'hydraulique et 40% d'énergie intermittente, photovoltaïque ou éolien. Ce qu'on voit, c'est que ce taux d'énergie intermittente est très difficile à acclimater dans un système électrique. Pourquoi? Parce que c'est facile à comprendre, les fluctuations peuvent être très très brutales. Si vous avez une journée comme aujourd'hui où il y a beaucoup de vent, bon, vous allez avoir une production d'éoliennes massive. Si par contre, dans 3 jours, ça s'arrête, vous allez avoir une chute très 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 forte de production. Les clients sont toujours là, il faut quand même toujours les alimenter. Donc vous avez besoin de mettre des moyens complémentaires pour les alimenter dans la durée. Donc, dire qu'on serait capable demain de faire des systèmes avec 100% d'énergie renouvelable, je dirais qu'aujourd'hui, on n'a pas trouvé véritablement la solution. C'est vraiment des sujets difficiles. La sécurité électrique est cruciale. On peut imaginer demain que dans les nouvelles maisons qui se construiront, dans l'habitat diffus, le photovoltaïque, par exemple, voire le petit éolien se développe de façon massive. Par contre, comment alimenter les grandes villes? Alimenter Paris avec des panneaux photovoltaïques tout autour, c'est pas vraiment réaliste. Comment alimenter également les grandes industries? Donc on sent bien que la solution n'est pas blanc ou noir, mais c'est un mix global de tout cet ensemble. Bon, c'est ce que nous sommes en train de travailler. Un autre sujet également sur lequel nous nous sommes beaucoup penchés, c'est cette petite boîte verte. Alors j'ai croisé un collègue de RDF là, qui est dans la salle, certains d'entre vous connaissent très bien, qui est donc le futur smart meter, donc compteur communicant, Linky, donc qui est quelque chose qui permet donc de communiquer, comme son nom l'indique, les données de consommation donc des clients de RDF, donc surtout le système français. Bon, c'est quelque chose qui est une véritable révolution pour le distributeur et pour le métier d'électricien, parce que là, pour la première fois, on va avoir accès de façon régulière, pas exactement en temps réel, mais pas forcément très loin, à toutes les données de consommation. Et donc là, avec la possibilité pour les clients eux-mêmes de comprendre leur consommation, s'ils le souhaitent, de les piloter et donc de les optimiser. C'est une véritable révolution numérique pour le métier du distributeur qui est en train de se faire là. Sachez que ce sujet-là, il n'est pas propre à la France, il existe aussi dans d'autres pays. On est en train de faire la même chose au Royaume-Uni, on est en train de faire la même chose en Belgique. Nos collègues américains ont déjà fait ça dans certains États, ça existe en Californie, ça existe au Texas. Bon, c'est une nouvelle frontière du business. C'est quoi les enjeux de recherche?
ben, il faut que ça marche, quoi. En gros, il faut que ça marche. C'est des systèmes multidistribués. Rien que la France, c'est 35 millions de compteurs. Ça fonctionne avec des courants porteurs en ligne. Ben, il faut que ça soit fiable et fiable dans la durée. Bon, on a beaucoup fait d'essais, d'études sur ce sujet. Troisième grand thème que je voulais vous évoquer, toutes les thématiques autour du client, autour de ce qu'on aime bien appeler la ville durable. Je vous ai parlé du local, de la volonté des acteurs locaux, des politiques, hein, des responsables territoriaux, ici en France, en Europe, mais aussi de par le monde, de peser vraiment dans les décisions de leur territoire. C'est des aspirations qui on ne peut plus légitimes. Alors d'abord, elles sont démocratiques, mais elles sont légitimes parce qu'on peut bien imaginer que sur certains territoires, il puisse y avoir des mailles d'optimisation locale dont on peut profiter. Si par exemple, sous mes pieds, il y a de l'eau chaude géothermique, ben, pourquoi je ne l'utiliserai pas pour chauffer un réseau de chaleur de ma commune? Si je suis dans une zone très ensoleillée en PACA, en Provence-Côte d'Azur, pourquoi ne pas profiter davantage de ce soleil? Donc aujourd'hui, les acteurs locaux cherchent à faire ça. Et ils cherchent à le faire également de façon transverse. Derrière ce mot transverse, je veux dire qu'il y a aussi des activités des grands territoires qui sont potentiellement générateurs d'énergie. Par exemple, les déchets. Une ville, ça produit des déchets. Ces déchets, vous pouvez en faire un combustible. Les questions de mobilité. Si on veut faire une ville de qualité, ben, la mobilité est un driver, enfin un levier absolument majeur de la qualité de vie dans une ville. Si on fait des voitures électriques, il est clair que tous les rejets des voitures sont limités. Pour connaître un petit peu Pékin et y aller assez souvent, la voiture là-bas, c'est un enjeu majeur. Ils en ont besoin, mais en même temps, ça génère un niveau de pollution. Je ne parle même pas de CO2, je parle de poussière qui est très, très, très élevé. Donc nous, notre enjeu à EDF, c'est d'essayer de trouver des modèles à la fois de systèmes multi-agents, comme on dit un peu dans le jargon, et également des modèles de business permettant de préparer cette ville de demain, faire en sorte aussi que la ville de demain, elle soit réussie. La question de la ville, c'est fondamentalement la question de la qualité de vie. Et lorsqu'on vous parle de qualité de vie, comprenez bien que pour un ingénieur, je suis un ingénieur, les critères qui sont derrière ces deux mots, qualité de vie, ne sont pas forcément complètement évidents à mettre en œuvre. Par contre, hors de question d'aller faire les ratés qu'on a pu connaître dans quelques villes nouvelles. Alors on travaille sur ces sujets-là, on travaille là-dessus notamment à l'international. On a fait un très gros projet avec la ville de Singapour, donc qui est très intéressé par ces questions-là, qui est structurellement, je dirais, intéressé. Singapour, c'est un petit territoire, c'est 7 millions d'habitants, c'est un pays très, très riche, avec des densités de population relativement fortes, avec aussi une mixité culturelle, des Indiens, des Chinois, des Occidentaux européens ou américains. Et donc, le développement de cette ville et de la notion d'énergie autour de cette ville est absolument crucial. Donc voilà un énorme projet sur lequel on est. Un autre sujet également que je voulais vous évoquer, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon, alors excusez-moi pour les cycles, on aime beaucoup les sigles et les acronymes chez EDF. PAC THT, ça veut dire pompe à chaleur très haute température. La question de la pompe à chaleur, alors vous la connaissez peut-être, la pompe à chaleur, en fait, c'est un dispositif qui permet de tirer de l'énergie du milieu extérieur et avec un rendement important, c'est-à-dire avec 1 kWh d'électricité qui fait fonctionner un compresseur, je tire de l'extérieur 3 à 4 kWh qui sont à l'extérieur. Aujourd'hui, il faut savoir que la pompe à chaleur est, hormis l'hydraulique, la première énergie renouvelable en France. Donc c'est un moyen relativement simple de capter de l'énergie. Vous pouvez capter ça avec une pompe à chaleur avec de l'air, donc l'air ambiant autour de vous, ou avec des pompes à chaleur eau, par exemple mettant des tuyaux dans le sol pour bénéficier de l'inertie du sol. Comment mieux utiliser finalement ces systèmes de mer et faire en sorte qu'ils puissent remplacer donc des systèmes de chauffage, gaz, pire fuel, qui sont très fortement générateurs de CO2. La pompe à chaleur aujourd'hui, elle peut être un peu plus coûteuse, il faut bien le reconnaître.
Donc un de nos enjeux, c'est comment faire en sorte que cette pompe à chaleur baisse de prix, soit plus rentable, plus efficace, et donc permettre de concilier cet objectif décarbonation avec un objectif de coût. Un petit mot de numérique, parce que c'est un sujet crucial, très transverse. J'ai mis trois volets dans ce numérique, qui sont des volets un petit peu transverses, qui touchent tous nos métiers, ce qui s'appelle le big data ou les data analytics, la cybersécurité, l'Internet des objets. Ils sont très liés. Le principe est assez simple. Le principe, c'est qu'aujourd'hui, le numérique se développe beaucoup, son coût est très, très, très bas. Un capteur, ça coûte quelques centimes, vous pouvez en mettre partout. Donc ça génère des masses de données très, très importantes, potentiellement aussi quelques risques. Donc notre enjeu, c'est d'utiliser au mieux ces données, donc d'où la question de data analytics. On a beaucoup de chercheurs aujourd'hui qui travaillent sur ces enjeux. Imaginer de nouveaux modèles d'affaires, imaginer surtout de nouveaux services pour nos clients. Il faut être conscient que derrière le numérique, il y a aussi quelques enjeux sensibles. Cybersécurité, c'est bien connu. Il y a aussi, au-delà de la cybersécurité, les questions de, on dit en anglais, de privacy, donc d'intimité, de capacité finalement à ne pas être espionné par une espèce de Big Brother. Et il y a aussi une nouvelle frontière qui est autour de ce qu'on appelle l'Internet des objets, c'est-à-dire que non seulement les personnes communiquent entre elles, mais les équipements aussi communiquent entre eux. Alors ça vous paraît peut-être vraiment un peu surréaliste, mais il y a des systèmes simples. Vous équipez votre voiture d'un petit détecteur qui, lorsqu'il arrive à proximité du portail de votre maison, lorsqu'il est à moins de 50 mètres, et vous pouvez régler ça, ouvre le portail de votre maison automatiquement sans que vous fassiez rien du tout. Pour l'Internet des objets, c'est ça, basiquement. Donc ça n'a rien de métaphysique en soi. Ceci dit, on imagine bien que les conséquences peuvent être très, très, très complexes et très lourdes. Notre enjeu à EDF, c'est d'utiliser ça à la fois dans nos grosses installations, nos centrales, nos réseaux, pour mieux les piloter, optimiser leur maintenance, optimiser leurs investissements, et mieux l'utiliser également dans la relation avec nos clients pour leur donner des services supplémentaires. Voilà, je vais arrêter un petit peu sur les questions de fond. Vous voyez qu'on a des sujets extrêmement nombreux et extrêmement divers. Le job est objectivement particulièrement passionnant. On est dans une phase assez extraordinaire. Et EDF se donne vraiment les moyens de jouer cette politique d'innovation. La meilleure preuve, c'est ce qu'on est en train de faire sur le campus de Saclay. Donc vous connaissez tous Saclay. Vous avez là les images de notre futur centre. Donc ça, c'était une image de synthèse. Ça, c'est la réalité aujourd'hui de ces bâtiments-là, vus par un drone. Donc on est en train d'installer un de nos centres de recherche sur le plateau de Saclay, à proximité de l'école polytechnique. Notre enjeu, il est de dire... il y a dans le monde académique autour de nous des savoir-faire importants. Travaillons de façon plus horizontale. C'est aussi probablement, ce mot horizontal, probablement aussi un mot-clé de l'innovation de demain et du travail ensemble de demain. Donc on a créé ce centre, on va s'y installer dès le mois de mars, donc les bâtiments sont terminés, on en est au stade d'installer le mobilier. Ça s'inscrit... Alors, voilà, ça s'inscrit dans un vaste campus. Alors ça, vous ne devez pas forcément reconnaître parce que ce n'est pas construit, mais c'est toujours Saclay, avec ici la zone de l'école polytechnique. Ça, c'est l'école polytechnique. Le lac qui est devant, là, en forme de bicorne, qui existe déjà. La départementale qui existe déjà, là, qui va par là, il y a quelque part, il y a le CRIS de Saclay. Par là en bas, il y a Palaiseau. C'est la RD 36, si j'ai bonne mémoire. Donc EDF est là. On s'inscrit dans un grand campus en cours de construction, 70 000 étudiants. 70 000 étudiants. Là aussi, fixer les ordres de grandeur. Berkeley, c'est 30 000 étudiants. Donc, c'est 2 fois Berkeley. Le MIT, c'est 15 000 étudiants. Donc, c'est 4 fois le MIT. Donc, c'est quelque chose vraiment de première grandeur, un vrai enjeu pour notre pays, un campus énorme, qui va regrouper la plupart des grandes écoles françaises et des universités. Et nous, EDF, on a décidé de s'y mettre, de s'installer là et de bénéficier finalement de ces savoir-faire.
stagiaires, thésards, coopération, start-up. Alors, je ne résiste pas, parce qu'on en est quand même assez fiers, à vous montrer voilà, quelques images. Hein. Bon, voilà nos futurs locaux, donc, qui sont terminés. Hein, donc, ce sont des bâtiments, vous voyez, avec des façades de verre, une architecture qui se veut être assez épurée, un peu industrielle, pour symboliser finalement notre activité moderne, et puis très sensible à la lumière et qui, je dirais, s'épanouit dans la lumière. Pour EDF, il n'y avait rien de tel. Voilà, j'en arrête là et je vous remercie pour votre attention. Et donc, si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Vous avez signalé fort pertinemment que la difficulté pour EDF, c'était d'équilibrer l'offre et la demande. Et dans vos objets de recherche, je ne vois pas de recherche sur le stockage de l'énergie. Alors, je l'avais laissé de côté pour que vous me posiez la question. Donc, on travaille effectivement sur le stockage de l'énergie. On nous pose toujours cette question. Le stockage est un sujet difficile, hein. Aujourd'hui, le stockage, ça existe. Le stockage le plus efficace, c'est l'eau. Ce qu'on appelle dans notre jargon les STEP, les stations de transfert d'eau par pompage. Donc, en fait, quand le courant est pas cher, vous le remontez. Et quand il est cher, ben, vous le descendez. L'autre moyen de stockage aussi pas cher, c'est les chauffe-eau électriques. Hein, donc, bien connus. En France, on gère pratiquement de l'ordre de, si j'ai bonne mémoire, 20 gigawattheures d'électricité par le chauffage électrique. Bon, et puis il y a des sujets qui sont aujourd'hui en fort développement, qui sont autour des batteries. Hein, donc, quid des batteries. Alors, c'est un sujet qui avance moins vite d'un point de vue technique que le photovoltaïque. Donc, penser qu'on pourra stocker de très grandes quantités d'énergie par des batteries, c'est vraiment pas pour demain. C'est pas pour 10 ans, 15 ans, j'en sais rien, 20 ans, mais c'est vraiment pas pour demain. Pour vous faire toucher ça des mains, si je puis dire, on a installé sur notre site des Renardières une batterie d'1 mégawatt et d'un demi-mégawattheure. Donc 1 mégawatt et une charge de une demi-heure, donc un demi-mégawattheure. Bon, cette batterie, c'est 2 conteneurs maritimes, donc vous voyez, conteneurs maritimes, hein, 2 conteneurs, un pour la batterie et un pour les onduleurs. C'est un demi-mégawattheure. Le volume d'électricité consommé en France, c'est de l'ordre de 500 térawattheures. Donc 500 millions de mégawattheures. Bon, donc, si vous voulez gérer tout ça avec des batteries, il me faudrait 500 millions de conteneurs. Bon, voilà, donc aujourd'hui, c'est pas... Donc, grand volume d'énergie, non. Gestion du réseau électrique, c'est-à-dire gérer la fréquence sur le réseau, gérer alors c'est un peu technique, mais les perturbations également qu'il peut y avoir sur le réseau, faire ce qu'on appelle dans le jargon du réglage primaire de fréquence ou secondaire, ça oui, ça oui. Et puis après, il y a un autre élément de rupture, c'est la mobilité, la voiture électrique. Bon, la voiture électrique se développe lentement, objectivement. Hein. Je crois qu'on a vendu, il s'est vendu, 20 000 voitures électriques en France l'année dernière, quelque chose comme ça. Mais on sent bien que voitures électriques, mobilité urbaine sont indissociables et que ça va quelque part émerger. La voiture électrique va générer des batteries à bas coût. Alors certes, encore beaucoup trop chères et beaucoup trop volumineuses pour le système électrique, mais n'empêche qu'il pourrait y avoir des liens. La maison autonome avec son panneau photovoltaïque et la batterie dans la cave. Dans les endroits très isolés du monde, ça peut éventuellement se produire. Ça reste encore très 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 cher. Lorsque je dis très cher, c'est 5 à 10 fois plus que le prix de l'électricité que vous avez sur les marchés. Donc c'est des objets de long terme. On a des équipes de chercheurs sur ce sujet. On teste des batteries, on regarde. Notre enjeu, si vous voulez, et moi en particulier, patron de la recherche, c'est on regarde tous les sujets. Donc on regarde ce sujet-là aussi de façon très, très forte,
tant en France d'ailleurs qu'à l'international. Au début de votre propos, vous avez dit que vous étiez nucléariste. Alors, sans faire de la provocation, ma question c'est comment peut-on être nucléariste au XXIe siècle? Alors, c'est une méthode de deux mots. Je vais vous répondre aussi. C'est une qualité personnelle, je vais le dire comme ça, qui fait qu'avant d'être patron de la recherche, donc j'ai fait 25 ans pratiquement de nucléaire, et c'est à ce titre-là que je dis que je suis nucléariste. Je crois, si vous voulez, que dans le débat énergétique, bon, il peut y avoir sur le champ du nucléaire des positions tranchées, hein, des très pour, des très contre. C'est un débat qu'il faut garder, je dirais, le plus possible dans le champ du rationnel. Le point que je vous ai évoqué aujourd'hui, et j'ai insisté pas mal, c'est ce mot mix énergétique. C'est-à-dire que nous croyons que la production d'électrique sera demain un mix, peut-être encore plus qu'elle n'est aujourd'hui. Le nucléaire est clairement un atout pour notre pays, hein, puisqu'il permet de produire de l'électricité à très bas coût. Mais il y a aussi cette potentialité très forte du renouvelable qu'il convient de développer. Et donc, il nous faut préparer aussi ce qui se passera plus tard, hein, lorsque nos centrales seront en fin de vie, et où on aura aussi des potentialités de développer du renouvelable. Dans d'autres pays, certains pays ont fait des choix drastiques, hein, comme l'Allemagne, d'autres ont des positions plus modérées, je dirais, comme le Royaume-Uni ou les États-Unis. Je crois qu'il faut aller vers un mix. Si vous regardez un peu l'histoire du système électrique, tous les moyens finalement de production cohabitent entre eux. C'est pas parce qu'on a inventé le nucléaire, en gros dans les années 80, qu'on a arrêté les centrales thermiques ou les barrages. Donc, moi je dirais que c'est pas parce qu'on invente aujourd'hui le renouvelable qu'il n'y aura pas non plus du nucléaire demain. Voilà. Donc, c'est ma conviction. Hein. Il peut y avoir des convictions différentes. Mais je pense qu'il est important de noter quand même l'apport, hein, du système nucléaire dans la performance énergétique globale de notre pays. Yves Lise, tu as peut-être une question? Oui, la France vient de se doter d'une nouvelle loi sur la transition énergétique. Est-ce que le législateur, gouvernement, parlementaire vous ont consulté? Et s'ils vous ont consulté, qu'avez-vous apporté à cette loi et à ce qui règle actuellement l'avenir de notre énergie? Si vous voulez, la loi de transition énergétique est là pour essayer de définir des perspectives d'avenir, hein, sur la gestion énergétique de notre pays. Si vous avez eu l'occasion de la feuilleter, c'est un document qui est très dense, hein, qui évoque de très nombreux sujets. Alors on a beaucoup parlé de production, hein, je rebondis sur l'affaire nucléaire, mais c'est somme toute peu d'articles, hein, dans le texte. Il y a d'autres articles également. Il faut noter autour du bâtiment, par exemple, hein, de l'énergie dans le bâtiment. Aujourd'hui, le bâtiment, c'est 60% de la consommation énergétique française électrique, donc c'est chose de très important. Le bâtiment tertiaire et les bâtiments résidentiels, et pas que le chauffage, ou loin s'en faut, hein, tous les usages divers qui peut y avoir. Ça parle également de mobilité, ça parle également de programmation énergétique. Donc c'est un texte de structure, comme il y en a périodiquement dans les différents gouvernements. Nous, EDF, là aussi, restons très modestes, hein. On est certes un grand opérateur, mais on n'est qu'un opérateur, on n'est pas le législateur. Donc la politique énergétique d'un pays, elle appartient aux autorités politiques de ce pays, et à nous de nous intégrer dans ce contexte. Comme on travaille dans plusieurs pays étrangers, on a aussi des questions similaires, hein, au Royaume-Uni par exemple, hein, où il y a aussi des grands enjeux de politique énergétique et des textes de politique énergétique qui sont sortis. Aux États-Unis également, où il y a alors là il peut y avoir des polémiques dans un sens ou dans un autre, mais il y a aussi des grands textes. La difficulté, si vous voulez, auquel on fait face en tant qu'électricien, c'est que, international, c'est que les politiques ne sont pas forcément toujours... j'allais dire cohérente, c'est peut-être un peu excessif, mais en tout cas complètement homogène. C'est probablement très difficile parce que ces politiques dépendent aussi des ressources des pays et de la culture des pays.
Bon, la France fait du nucléaire, les Allemands n'en veulent pas. Les Polonais, je vais dire un peu caricaturalement, sont assis sur un tas de charbon. Donc vous aurez beau leur expliquer qu'il ne faut pas faire du charbon, mais enfin, 95% de leur mix électrique est charbonnier. Donc c'est une vraie ressource, pourquoi ne pas l'exploiter, et ainsi de suite. Voilà. Une question pour Maxime, puis oui, une bonjour. question pour Yves-Lise. Quand pensez-vous mettre en service l'EPR? Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde, hein? Je pense que vous prenez la presse et puis vous regardez. Vous n'avez pas beaucoup parlé de fusion thermonucléaire. Quelle est l'implication d'EDF dans le projet ITER de Cadarache, s'il vous plaît? Alors, on n'est pas impliqué dans la fusion nucléaire. Bon, parce qu'on considère que c'est un sujet de long terme, fin du siècle probablement au mieux, et donc on ne travaille pas là-dessus. Donc le CEA et les équipes d'ITER travaillent sur le sujet, donc on ne s'est pas nous impliquer sur ce sujet-là pour l'instant. Si ça allait plus vite, s'il y avait des accélérations, ben évidemment on regarderait, mais à ce stade-là, on n'y est pas. Allez, encore une question, et puis... Oui, une petite question. On a parlé de production, on a parlé de stockage, notamment des batteries. On entend beaucoup parler en ce moment des champs magnétiques qui pourraient être mis en place pour recharger tous nos appareils électriques, voire, pourquoi pas, on parlait de véhicules électriques. Je voulais savoir un petit peu où on en est à ce niveau-là. Alors, ça, c'est des technologies qui existent couramment. Si vous avez une Apple Watch, alors ce n'est pas mon cas, mais vous la chargez avec un petit chargeur d'ailleurs qui fonctionne par champ magnétique. La question aujourd'hui qu'on regarde beaucoup, c'est autour de la mobilité, mobilité électrique. Si vous avez une voiture électrique, vous avez un câble. Bon, et donc, il faut aller brancher le câble. Et c'est objectivement pas très confortable. Un jour où il pleut, le câble traîne par terre. Bon, vous en sortez, vous en avez partout. Il peut arriver aussi que vous démarriez la voiture en laissant la batterie branchée. Pour tout vous dire, ça nous est même arrivé chez nous. Hein. On a même arraché comme ça une borne partant d'enthousiasme dans notre voiture. Donc l'induction, c'est quelque chose qui permet d'avoir cette simplification-là. C'est quelque chose qui est possible, qui induit quand même quelques contraintes. Bon, les champs magnétiques associés à ça, mais qu'on peut arriver à serrer. Ça a potentiellement aussi des intérêts de charge en roulant. Donc là, je suis un peu dans le futurisme, hein, mais de faire en sorte qu'une voiture électrique pourrait se recharger progressivement en roulant, en passant sur des zones où il y aurait des circuits de recharge par induction. C'est pas complètement, c'est pas de l'uberlu. Hein, il y a des expérimentations, il y a des tests qui se font. Pour donner un exemple concret, on travaille nous EDF sur des fauteuils pour handicapés électriques et qui pourraient aussi se charger par induction. Donc on a un petit proto sur le site des Renardières. On travaille beaucoup sur le handicap et l'utilisation de l'électricité pour aider les personnes donc en difficulté, handicapées. Et voilà, c'est quelque chose, ils ne peuvent pas se déplacer par définition, ils auront du mal, eux, à tirer le fil. Donc avoir une charge à induction, bah, ça peut avoir du sens. Donc c'est un sujet sur lequel on est fortement impliqué. Bon, Yves-Lise, puis Karine, et je suis désolé, après, il faut que nous remercions M. Salah. Yves-Lise. Bonjour. En fait, j'avais une petite question à savoir sur l'énergie nucléaire. Vu que c'est une énergie fossile, c'est-à-dire c'est une énergie qui se renouvelle à long terme. Et comme là, il y a le réchauffement climatique qui est dû par... Non, je ne vais pas expliquer, je vais vous laisser expliquer. En fait, ma question, c'était quoi? Vu que l'énergie nucléaire, c'est une énergie qui se renouvelle à long terme, et le fait pour le supprimer, sa dégradation, c'est à long terme. Donc ça pollue la Terre, et vu que les rayons infrarouges, ils polluent l'atmosphère, quelle est votre solution à ça? Merci. Alors, je pense que vous me parlez des déchets nucléaires, c'est ça votre question, j'imagine? Alors, c'est un sujet qui est objectivement difficile, hein, c'est un sujet aussi qui fait souvent l'objet de polémiques. Donc, moi, je suis patron de la recherche, je vais vous parler un petit peu de façon technique.
Donc lorsque vous produisez de l'électricité, vous avez ensuite des déchets qui sont le combustible usé. Donc c'est des quantités qui sont relativement limitées. Et aujourd'hui, il y a eu plusieurs textes de loi en France, qui s'appellent les lois Bataille, qui ont essayé de scander un processus pour gérer ces déchets nucléaires dans la durée. Le sujet, il est à la fois technique et il est à la fois également de dialogue, de concertation, d'acceptabilité. Bon, ce volet-là est peut-être plus difficile, d'une certaine façon, que la technique. Aujourd'hui, les combustibles usés sont stockés soit à l'usine de La Hague, sont transformés en des verres. Vous imaginez des matrices de verre solides, dures, c'est quelque chose qui font quelques mètres de haut, donc c'est enfermé dans des silos. La durée de vie de ces verres, c'est plusieurs centaines de milliers d'années. Ça, c'est accepté à peu près par tout le monde, y compris ceux qui sont très hostiles aux déchets. La question, c'est après, qu'est-ce qu'on fait de ces verres? Donc, je pense que vous savez qu'il y a aujourd'hui un projet de stockage profond, donc à moins 400 mètres de profondeur, dans la région de Bure, dans l'est de la France, où l'idée serait donc de mettre dans la durée ces combustibles usés et pour les laisser là reposer dans la durée de façon sûre, pour qu'ils ne soient pas accessibles donc à quiconque, ni directement ni indirectement. Donc il y a de nombreuses études qui sont faites là-dessus pour essayer d'évaluer complètement la sûreté de ces installations. Tout ça est fait, alors pas par EDF, mais par ce qui s'appelle l'ANDRA, donc qui est une organisation mandatée par les pouvoirs publics et qui est indépendante des producteurs de déchets, donc indépendante d'EDF. Et tout ça est fait également sous le contrôle de l'autorité de sûreté nucléaire, donc qui est aussi une autorité de sûreté qui, elle, est totalement indépendante à la fois d'EDF et également du gouvernement. Donc ce sont des gens qui ont été nommés et qui ne sont révocables que par le Parlement. Donc il y a un dispositif à la fois de dialogue, il y a un dispositif de contrôle et de suivi qui est très rapproché pour assurer que cette question peut être traitée de façon à la fois sûre, mais aussi avec toute la sérénité qui lui convient, donc tout le dialogue qui lui convient dans la durée. Karine, si tu veux bien. Oui, bonjour. Je voudrais savoir si EDF fait des essais ou de la recherche au niveau des supraconducteurs, qui consiste, c'est pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des supraconducteurs, de permettre de transporter du courant sans perdition en ligne. Alors, on en fait un petit peu. Ce sont nos équipes italiennes qui ont quelques activités sur le sujet. Ici en France, on en fait relativement peu. Il y a quelques grands acteurs câbliers, je ne citerai pas les noms, mais vous devez connaître, j'imagine, qui ont des savoir-faire, qui ont fait de véritables expérimentations sur le sujet. Alors pourquoi est-ce qu'on est un peu en retrait? Un peu les questions de coût, je dirais, à ce stade-là. Le fait aussi que le réseau français existe, d'une certaine façon, donc nos besoins de développement sont moindres de ce qui peut exister ailleurs. Aujourd'hui, les grands enjeux sur le réseau ne sont pas forcément complètement ici en Europe, ils sont plutôt en Asie, donc d'acheminement sur des grandes distances. Donc nos collègues chinois, par exemple, ont fait des lignes de 800 000 volts, 1 million de volts pour relier les centres de production qui sont plutôt sur l'ouest de la Chine avec l'est de la Chine où sont plutôt les zones d'habitat. Écoutez, il me reste à vous remercier. Je pense que vous avez terriblement intéressé nos amis rotariens. Merci beaucoup, vraiment. C'est moi qui vous remercie. Au revoir, M. Salah.